Bienvenue, chers internautes et fidèles internautes, dans un nouveau format du Talk, vous allez voir. Après l'entretien qu'on va avoir ce matin avec Luc Châtel, qui est un des soutiens de Nicolas Sarkozy et qui est aussi député de la Haute-Marne, eh bien, nous aurons un échange sur Facebook Live avec Mathilde Sirot, qu'on aura évidemment avec Luc Châtel, à qui on va poser beaucoup de questions sur la primaire, sur Alstom, sur la théorie du genre aussi, vous allez voir. Châtel, bonjour. Bonjour Yves Tréhard. Merci d'inaugurer avec nous cette nouvelle formule. Il a raison d'être en colère, Nicolas Sarkozy. On l'a trouvé. Moi, j'ai trouvé très en colère hier. Là, il a dit oui. Quand on appelle à voter des électeurs de gauche, on se prépare à des arrangements, à mélanger un peu la gauche et un peu la droite. C'est ce qu'il disait en visant évidemment Alain Juppé. Non, il veut juste que les électeurs de droite ne se fassent pas capter leur primaire, leur moment. Mais c'est une primaire ouverte. Oui, c'est une primaire ouverte aux électeurs de la droite et du centre. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle s'appelle, je rappelle. Après de nombreux débats, discussions, nous avons décidé que c'était la primaire de la droite et du centre. Voilà. Ouais. Je rappelle qu'il faut juste quand même signer une charte d'adhésion aux valeurs de la droite et du centre. Donc cette histoire que des électeurs de gauche viendraient voter pour se mêler de tout ça, je n'y crois pas une seconde. Mais il peut y avoir des déçus du hollandisme. Par exemple, des gens qui ont voté pour Nicolas Sarkozy en 2007, qui en 2012 ont voté François Hollande et qui là se disent bon ben on va aller voir ce qui se passe à droite. Bien sûr, mais à ce moment-là, il faut qu'ils adhèrent aux valeurs de la droite et du centre. Je pense que ce sera marginal. Les valeurs sont les mêmes quand même entre cette gauche républicaine et la droite républicaine, non? Ouais, enfin, excusez-moi, mais je pense que la primaire telle qu'elle se déroule montre qu'il y a quand même des débats, y compris au sein de la droite. Donc moi, je crois que c'est un faux débat, très microcosmique. Sur le terrain, je ne vois pas des hordes d'électeurs du Parti socialiste venir se déplacer pour choisir Nicolas Sarkozy qui a lancé entre le débat, Sarkozy et Juppé. Voilà. Qui a lancé la polémique. Non, attendez, il y a un vrai débat derrière. Ouais. Mais au témoin d'un doute, il n'est pas de gauche, Alain Juppé, si? Non, mais il est membre des Républicains. Oui. Mais c'est pas un petit débat de savoir demain avec qui on va gouverner. Ça fait pas petit joueur un peu quand même? On se dit qu'il est peut-être en difficulté, que... Non, c'est Nicolas Sarkozy. Écoutez, depuis le début de la primaire, Nicolas Sarkozy, c'est lui qui pose les débats sur la table. C'est lui qui a posé le débat. Il impose le tempo et les thèmes? Bien sûr, c'est lui qui impose le débat d'idées. Je rappelle que c'est à la suite de son livre que tout le thème de l'identité est sorti. On l'accuse de droitiser cette campagne quand même. Oui, je crois que le sujet n'est pas de savoir si on est plus à droite, moins à droite. Le sujet est de savoir si on répond oui ou non au problème des Français. Voilà. Ouais. Il y a une désespérance dans l'opinion. J'étais samedi au congrès des maires de Haute-Marne, 500 maires de petites communes rurales. Département. Ils n'en peuvent plus. Je veux dire, ils ont un sentiment d'abandon, un sentiment de désespérance. Voilà, donc il faut répondre à cette colère. Ça va se jouer à droite, alors vraiment. Ça va se droite jouer. Décomplexée. Une droite qui assume ses valeurs, mais à droite et le centre. Voilà, moi, je suis originaire de la famille libérale. Mais moi, je me sens bien dans cette. Oui, mais vous supportez Nicolas Sarkozy, vous ne supportez pas Alain Juppé. Mais c'est pas que je supporte pas. C'est pas parce que je soutiens Sarkozy que je dois dire du mal matin, midi et soir d'Alain Juppé. Non, c'est pas ma façon de voir la politique. Voilà, on est dans la même famille politique. C'est vrai que Nicolas Sarkozy ne fait que caresser Alain Juppé. Simplement, c'est pas un petit débat de savoir s'il faut augmenter la TVA ou non, de savoir s'il faut on est pour ou contre le regroupement familial, de savoir si on veut gouverner avec Bayrou ou pas avec Bayrou. C'est pas un petit débat. Donc que ce soit sur la table, c'est bien, et c'est les électeurs qui vont trancher à la fin. Vous en voulez beaucoup à France Télévisions quand même, qui vous trouvez charge un peu la barque contre Nicolas Sarkozy. Oui. J'accuse clairement France Télévisions de malveillance vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est à cause du reportage de sur Big Malion jeudi dernier? C'est à cause d'abord de l'enchaînement, si vous voulez. Quand Monsieur Buisson, qui était le banni des plateaux de télévision, je veux dire, qui était pourfendu jour et nuit depuis 5 ans, tout d'un coup se trouve la personne qu'il faut inviter sur tous les plateaux de télévision parce qu'il dit du mal de Nicolas Sarkozy. J'hallucine. Est-ce que c'est ça l'éthique du service public? Mais il y a pire. C'est pire sur le service public qu'ailleurs, sur les autres chaînes? Écoutez, est-ce que c'est le reportage de l'envoyé spécial sur Big Malion, j'accuse France Télévisions de malveillance. Pourquoi? Parce que si vous avez bien entendu et que vous êtes un adepte des séries télévisées, Yves Tréhard, il ne vous a pas échappé que la musique qui était utilisée à plusieurs reprises pendant ce reportage, c'était la musique de la série Narcos, sur Pablo Escobar. Est-ce que ça, ce n'est pas de la malveillance de la part du journaliste qui a effectué ce reportage, en gros, en filigrane, de manière subliminale, Pablo Escobar, mafia, corruption? Mais c'est hallucinant. Est-ce que c'est ça l'éthique du service public? Je pose la question.
Et vous avez écrit à la présidente de France Télévisions? Écoutez, j'ai dit ce que j'en pensais. Je pense que je suis assez clair sur ce sujet. Jean-Marie Le Pen, vous avez lu son interview ce matin Je l'ai vu. Dans Le Parisien? C'est assez étonnant. Hein. Il dit que en fait, Nicolas Sarkozy se Jean-Marise. En fait, qu'il parle comme lui, quoi, comme il parlait, puisque sa fille, dit-il, se centrise, elle. Oui, je pense que Jean-Marie Le Pen cherche surtout à ne pas disparaître du spectre politique, à chercher à exister, voilà. Et donc il y va, un petit jeu de petites phrases. Je ne suis pas sûr que ça pèse sur les débats. Voilà. Alors à propos des centristes précisément, vous êtes un ancien centriste, vous étiez au Parti Républicain. Moi je suis un ancien libéral. Voilà. Libéral. Mais j'appartenais à la grande UDF, fondée par Giscard. Il y a un dîner d'ailleurs ce soir qui réunit Giscard, Bayrou. Vous n'y serez pas? Non, je n'y serai pas parce que je suis à l'ambassade d'Allemagne, parce que c'est la journée de l'entente allemande. D'accord. Les centristes, ils ont leur mot à dire et on voit qu'ils sont très divisés. Qu'est-ce que ça vous inspire? Très divisés pour savoir quels candidats ils vont soutenir dans le cadre de cette primaire. Non, mais d'abord, les centristes, beaucoup sont aux Républicains. Je rappelle qu'il y a au groupe parlementaire des Républicains des députés qui viennent de l'ancienne UDF, qui viennent de démocratie libérale. Philippe Douste-Blazy. Voilà. Donc, il y en a au sein de notre famille politique. Et donc, qui vont participer à la primaire. Et il y a des électeurs du centre qui vont participer à la primaire. Alors, ensuite, il y a ceux qui ont quitté à l'époque l'UMP, qui n'ont pas voulu adhérer à ce parti unique. Force est de constater que ça leur a pas beaucoup réussi parce qu'ils se sont vraiment atomisés, qu'on a du mal à y comprendre quelque chose et que je ne comprends pas très bien l'idée qui consiste à dire on ne va pas participer à la primaire, mais on va quand même soutenir un candidat. Et c'est Alain Juppé qui soutiennent, la plupart d'entre eux soutiennent Alain Juppé, pour ce qui est des cadres. Maurice Leroy soutient... c'est le seul. Oui, enfin écoutez, on va voir. Parce que, et puis, vous savez, la primaire, ce n'est pas un truc de leaders et autres. La primaire, on aura 3 millions d'électeurs, 2 ou 3 millions d'électeurs. Ce qui est important, c'est de savoir ce que va faire le corps électoral. Voilà, c'est ça le sujet. Vous aurez 3 à 4 millions d'électeurs? Je le souhaite et je le pense. Vous le souhaitez. Alors, un gros débat aujourd'hui qui va sans doute avoir des conséquences, c'est la décision de l'État, du gouvernement, de voler au secours du site de Belfort qui appartient à Alstom en achetant des trains, des locomotives plus précisément, qui a priori ne serviront pas à grand-chose puisque la SNCF n'est pas demandeuse, mais quand même, on va mettre des TGV sur des lignes de trains corail. Cette histoire est hallucinante. 500 millions d'euros. Hein. Hallucinante. Le gouvernement est en train d'inventer les usines Potemkin. Les usines n'ont plus de clients. Ne vous inquiétez pas, bonnes gens, l'État va acheter ces produits. Elle n'en a pas besoin, la SNCF indique qu'elle n'a pas besoin de ces TGV, et l'État va faire rouler des Ferrari sur une route départementale. Voilà. On va mettre des TGV sur des lignes SNCF qui sont plafonnées à 110 km/h, alors qu'on a des trains qui sont faits pour rouler à 360 km/h. C'est hallucinant. Et on ment aux ouvriers. Moi, alors évidemment, j'entends mon collègue et ami Damien Meslot, il se dit c'est de l'activité pour l'usine de Belfort. Mais en même temps, c'est un impardonnable marché de dupes de la part du gouvernement. Voilà. C'est électoraliste comme démarche. Mais bien sûr que c'est électoraliste. On enjambe la présidentielle et derrière nous le déluge. La vérité, c'est que le gouvernement n'a pas anticipé sur ce sujet. Il a laissé démanteler Alstom. Qui avait été sauvé d'ailleurs par Nicolas Sarkozy il y a 15 ans. Quand j'entends que M. Macron s'érige en grand visionnaire de l'industrie française, entre ce qu'il a fait sur Alstom, où il n'a pas empêché le démantèlement, ce qu'il a fait sur Renault, où on a réussi à se fâcher avec les Japonais à cause de ses gesticulations de banquiers d'affaires, et quand je vois ce qu'il a empêché de faire entre Orange et Bouygues, c'est absurde. Voilà. Il n'y a plus de politique industrielle, il n'y a plus de vision industrielle. Qu'est-ce qu'il faut faire quand, par exemple, vous revenez aux affaires? Ce n'est pas un exemple, ça peut arriver. Vous revenez aux affaires. Est-ce qu'il faut commencer par sortir l'État de toutes les positions où il est dans les capitaux? Moi, je suis favorable à un désengagement de l'État dans toutes les entreprises qui sont sur le marché concurrentiel. Je veux dire, qu'est-ce que pèsent aujourd'hui les 20% d'actionnariat de l'État doit rester Renault? Où, alors, dans le c'est nucléaire, absurde. Je pense qu'il doit rester dans le nucléaire. Mais je réponds précisément à votre question sur Alstom. Moi, je pense que ce qu'il faut faire demain, c'est un géant européen
du ferroviaire. Il faut faire un Airbus dans le transport avec ferroviaire. l'État, alors, quand même. Alors, il faut que l'État impulse, il faut que l'État actionne, qu'ils mettent autour de la table, ils se mettent autour de la table avec Siemens, avec les Espagnols, qu'on regarde. Et je pense que la solution pour le transport ferroviaire en Europe, elle on en a parlé ce matin, elle est européenne. Sinon, chacun disparaîtra dans son coin. D'accord. Donc l'État doit impulser, il peut au départ apporter ses participations, puis ensuite on peut trouver des actionnaires qui acceptent sur la durée d'être des noyaux durs dans ces groupes. Alors, il y a une polémique qui a surgi hier avec les propos du pape sur la théorie du genre, qui a dit qu'il faut se méfier, attention. Et puis, ça rebondit évidemment en France, parce que qui était visé? Najat Vallaud-Belkacem. Et puis, on regarde un petit peu l'historique des manuels, et on se dit que les premiers manuels qui parlent un peu de théorie du genre, vous étiez ministre de l'Éducation nationale. Alors, d'abord, je vais vous dire, le pape, je considère qu'il est tout à fait dans son rôle de chef de l'Église catholique, de rappeler ce que sont les valeurs de l'Église catholique, sur ce sujet en particulier, et d'autant mieux placé qu'en plus, il a pris des positions très courageuses et très nouvelles sur la question de l'homosexualité. Ensuite, la théorie du genre, c'est absurde. C'est une théorie purement dogmatique. Je l'avais dit d'ailleurs ici même dans votre émission. Et il y a beaucoup de dogmatisme derrière tout cela. La vérité, c'est qu'il y a quand même aussi du dogmatisme des deux côtés. Moi, j'ai été victime de gens qui ont fait croire à la France entière que j'avais instauré la théorie du genre dans mes programmes. C'est faux. On n'a jamais mis la théorie du genre dans les programmes. D'abord, ce n'est pas le ministre de l'Éducation qui décide des manuels scolaires. Alors, les programmes, si, mais les manuels, non. Voilà. C'est la nuance. Et à l'époque, il y avait deux éditeurs qui avaient interprété, sans doute sous le poids des lobbies de l'époque, lobby pro-théorie du genre, eh bien, ils avaient introduit des ambiguïtés. Voilà. J'avais immédiatement critiqué cela, mais des associations, il y a aussi des lobbies des deux côtés, avaient accusé le ministre que j'étais d'avoir propagé cette théorie, ce qui est absurde. Voilà, donc il y a beaucoup de dogmatisme, et je pense que le pape est dans son rôle. Et puis vous savez, les socialistes, là aussi, sont en partie coupables de cela. Parce que Mme Vallaud-Belkacem, quand elle était dans l'opposition, elle était aux côtés de ceux qui défendent cette théorie du genre. Je rappelle que c'est le gouvernement socialiste qui a voulu introduire les ABCD de l'égalité. Voilà. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu, quelque part. Donc, je pense que le pape, il est dans son rôle quand il rappelle un certain nombre de fondamentaux. Voilà. On est à 2 mois du premier tour de la primaire. 50 jours. 50 jours. Optimiste pour Nicolas Sarkozy? Oui, parce que je pense que Nicolas Sarkozy a bien compris l'état d'esprit des Français aujourd'hui et les attentes de l'électorat de droite. Et sa campagne, elle va continuer comme ça ou... Elle va continuer. Il a une semaine là, très chargée qui va se terminer par un grand discours au Zénith dimanche. Il aura un certain nombre de propositions. Donc, il est dans son couloir. Vous savez, c'est un grand sportif de haut niveau, Nicolas Sarkozy. Vous courez avec lui? Non, je ne cours pas avec lui parce que moi, j'aime pas courir. J'aime jouer au tennis. C'est la course électorale. Mais voilà, je cours dans la campagne. D'accord. C'était le talk de Luc Chatel qui nous a dit qu'il était optimiste avec Nicolas Sarkozy, qui répond aux attentes des Français. Il en veut beaucoup, Luc Chatel, à France Télévisions. Et maintenant, on va continuer sur Facebook Live avec Mathilde Sirot pour poser vos questions, vous, Internet, à Luc Chatel dans le cadre de la suite du talk. Bonjour Mathilde. Bonjour Yves. Bonjour Luc Chatel. Bonjour. Alors, beaucoup d'internautes réagissent au débat ce matin. Je vais vous poser une question de Patrick-Étienne Jean Josset, un internaute qui a suivi le talk avec nous et qui évoque un sujet dont on parle assez peu dans la campagne, qui est le sujet du logement. Il le demande, que comptez-vous faire pour le logement des SDF ? Alors, je vais vous dire, je vous parle franchement, je ne suis pas le plus grand spécialiste du logement aux Républicains. Voilà. Concernant les SDF, je pense qu'il existe beaucoup de structures d'accueil dans notre pays. Alors, est-ce qu'il faut les améliorer? Est-ce qu'il faut revoir ça? Sans doute. Mais je ne suis pas le plus grand spécialiste de la Terre. Voilà. Ce que je pense, c'est qu'il y a peut-être un sujet SDF, mais il y a un énorme sujet logement dans notre pays. Voilà, parce que les logements coûtent trop cher et on met énormément d'argent public, et à la fin, il y a une espèce de déperdition qui fait qu'il y a une bulle dans le maître de logement et que, on le voit, les jeunes, par exemple, c'est très difficile d'accéder à la propriété. Voilà, donc dans ce domaine, on aura des réponses fortes en matière de réforme des aides au logement. Luc Chatel, ce soir, vous allez donc à un dîner ou une soirée avec franco-allemande à l'ambassade d'Allemagne. Justement, il y a une question intéressante de Patrick-Étienne Jean Josset.
qui nous dit Le que... même. Oui, le même. Très assidu. Très assidu, qui nous dit que comptez-vous faire pour que la France redevienne un pays souverain et non pas un Länder ou une banlieue administrée par Bruxelles, Francfort ou Washington? Franchement, j'ai pas le sentiment. Est-ce que c'est le sentiment d'un déclassement de la France? Non, mais c'est pas le même sujet. Déclassement, oui. Pays non souverain, non. Oui. Il ne tient qu'à la France de peser davantage en Europe. J'étais à Munich il y a 3 semaines. Si vous voulez, les Allemands, quand ils nous regardent, on est à 3,5 de déficit. Eux sont en excédent budgétaire. On est à 0 croissance. Eux, ils sont au plein emploi. Donc, on est assez mal placé pour donner des leçons à l'Allemagne et au reste de l'Europe avec les résultats qu'on a. Donc, si on veut, c'est peut-être l'angle de la question, redevenir souverain, entre guillemets, ça dépend de nous. Ça dépend d'abord de nous. Voilà. La Faisons les politique réformes nécessaires, celles que l'Allemagne a faites il y a 20 ans. Ayons le courage de prendre des décisions qui ont permis le retour au plein emploi en Grande-Bretagne et en Allemagne, de revenir à l'équilibre budgétaire. Et là, peut-être que notre voix portera davantage en Europe. Vous êtes conscient de la colère qu'il y a dans ce pays, de la colère? Regardez, parce que si on regarde les messages, là, la majorité des Français haïssent de plus en plus les politiques, dit David Brocourt. Pensez-vous que votre fric et votre pouvoir, il s'adresse en général, hein, vous protégeront indéfiniment de la colère de tous vos citoyens trahis? Oui, c'est grave quand même, non? Oui, mon fric, j'aimerais bien, mais voilà, Non, mais je ne pense pas que ce soit vous personnellement. Non, c'est mais la classe politique en général. oui, la classe politique en général. En fait. Oui, mais c'est très grave de propager ce genre de. Voilà, moi, j'ai rien volé. Moi, je gagne 5 000 € par mois comme député. Je gagnerais beaucoup plus dans le privé si je ne faisais pas de politique. Donc, c'est une caricature qui est assez insupportable. Voilà, et j'invite votre auditeur à venir passer une semaine avec moi sur le terrain, parce que la colère, je l'entends peut-être encore plus que lui, parce que moi, je fais des permanences, j'écoute les gens, je réponds à leurs problèmes, à leurs difficultés et autres. Bien sûr qu'il y a une énorme colère. Voilà. Il y a une colère et c'est notre devoir, justement, de prendre le taureau par les cornes et de réformer enfin ce pays, d'apporter des réponses qui sont difficiles et de tenir les engagements qui vont être pris. Voilà, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a une colère qui est extrêmement forte. Ça va dans la continuité. Lui, il dit 40 ans, c'est William Pelsmakers qui dit 40 ans de droite et gauche, une nouvelle ère pour essayer autre chose. De toute façon, le fond a été touché. Oui. Vous êtes prêt à changer de logiciel? Mais je pense que nous avons aujourd'hui... Regardez le programme économique aujourd'hui des différents candidats à la primaire de la droite. Ouais. Il y a un vrai paradoxe, c'est qu'on fait une primaire alors que le tronc commun du programme de la droite, il n'a jamais été aussi fort. Jamais les positions des uns et des autres n'ont été aussi proches. On a eu des débats par le passé. On a eu des débats très forts au sein de la droite. Ouais. Prenez 95, c'était pas exactement la même ligne, celle de Balladur et celle de Chirac. Voilà. Donc aujourd'hui, quand vous regardez le programme économique, tout le monde est d'accord pour baisser les charges, tout le monde est d'accord pour baisser l'impôt sur le capital, tout le monde est d'accord pour supprimer l'impôt sur la fortune, tout le monde est d'accord pour baisser de 100 milliards en gros la dépense publique. Oui. Donc ça veut quand même dire qu'il y a eu un électrochoc et que des mesures qu'on n'a pas forcément prises par le passé, aujourd'hui, elles sont partagées par tous. Ce qui veut dire que la différence, elle ne se fait pas sur l'économie. Ça veut dire que, alors, il y aura, alors là, je pars du tronc commun, il y a des nuances. Sarkozy est pour la baisse de l'impôt sur le revenu de 10%, pas Juppé. Juppé est pour la TVA sociale, pas Sarkozy. Ce sont de bons débats, encore une fois, ils auront lieu dans le cadre des débats télévisés, et c'est tant mieux. Mais le tronc commun est là, il existe, et c'est tant mieux, parce que quel que soit le candidat, ça veut dire que normalement, ces mesures, c'est des mesures qui ont été prises par les pays qui ont réussi. Parce qu'on dit toujours, on a tout essayé, c'est pas vrai. On a tout essayé, sauf ce qui marche. On a tout essayé, sauf ce qui a réussi ailleurs. Donc si on peut prendre les mêmes recettes, ça peut... Plus de liberté ? Bien sûr, plus de liberté de manière transversale. Dernière question, Luc Châtel, sur vous plus précisément. Vous avez commencé dans le privé. Il y a un internaute qui s'appelle GC Lyonnais qui vous pose la question, quand pense-t-il arrêter la politique et commencer à travailler ? J'adore commencer à travailler. Ah mais c'est direct, hein. C'est direct. Justement, moi j'ai la chance, et c'est tous les jours, ça me sert, d'avoir travaillé 12 ans dans une grande entreprise. Voilà. Et ça me permet de voir les choses peut-être comme une grande majorité des Français. Voilà, je sais ce que c'est que de chercher un boulot, je sais ce que c'est que de chercher un client. En politique, ça aide beaucoup. Voilà, donc je vais faire une confidence aux internautes du Talk, c'est que je pense que je retournerai dans le privé. Voilà. Il y a une vie après la politique, surtout quand avant on vient du monde de l'entreprise. Quand, à quel moment, vous savez ? Ça, les circonstances le diront, mais je retournerai. Merci Luc Châtel. Merci à vous.